Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire. Merci beaucoup d'être avec nous. On espère que vous nous entendez bien. En attendant que les gens se connectent, on va vous passer une petite vidéo, donc vous connaissez pour ceux qui sont habitués et pour les autres, je vous laisse découvrir. À tout à l'heure. Joe, est-ce que tu peux m'envoyer ton reporting SNOP? Hey Joe, tu peux m'envoyer le planning des promotions? Joe, est-ce que les commerciaux t'ont donné leurs prévisions? Joe, tu peux m'envoyer la fiabilité des prévisions? Oui, pas de souci. Mais tu sais, tu pourrais tout voir en direct si on avait un outil cloud. On gagnerait vraiment du temps à travailler avec un outil collaboratif. J'ai l'impression d'être sur le Titanic qui ne voit pas l'iceberg arriver. Jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à quand? Ok, tu as raison, prenons Colibri. Hey Joe, impossible de couler avec une solution cloud. Toutes tes données sont stockées en sécurité. Relax. Je suis le roi du cloud! Voilà, donc je vous propose de lancer cette session, ce nouveau webinaire sur le thème prévoir c'est bien, planifier pour agir c'est mieux, la stratégie gagnante pour une supply chain agile. Avec nous aujourd'hui, je vous laisse peut-être passer à la première slide, Cédric et Pauline. Je vous Alors, je vais présenter quand même. Voilà, on a Pauline Laurent qui est consultante senior chez Colibri, Cédric Hutt qui est notre directeur produit, et enfin moi-même responsable marketing, Bénédicte Fink. Durant tout ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live. On a deux onglets. Vous avez l'onglet chat, le plus à droite, plus pour les problèmes techniques ou des commentaires. Et si vous avez des questions, posez-les bien dans l'onglet questions. Ça nous permet de suivre auxquels on aura déjà répondu. Donc, c'est pour être sûr qu'on ne vous oublie pas. Voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quel est l'agenda de ce webinaire? Donc d'abord, Cédric vous fera une petite introduction ou un rappel de qui nous sommes et ce que nous faisons chez Colibri. Ensuite, on vous parlera de comment relier prévision et planification. Enfin, on vous donnera les clés pour une planification agile face à tous les aléas du marché. Et enfin, comment massifier vos approvisionnements sans vous surstocker. Donc, je laisse maintenant la parole à Cédric qui va vous parler un petit peu plus de Colibri. Merci Bénédicte. En quelques mots, pour ne pas y passer trop longtemps, Colibri, nous sommes éditeurs d'une solution SNOP, donc de planification, Sales and Operation Planning, donc prévision et planification. On va voir l'offre rapidement. Colibri, c'est une spin-off du groupe Viséo, qui est un groupe qui est présent à l'international et qui emploie plus de 2000 personnes dans le monde. Nous, Colibri, sommes une émanation de Viséo en croissance assez rapide, 25% de croissance. On voit ça dans les indicateurs, les quelques indicateurs qu'on a décidé d'afficher à l'écran. Donc évidemment, les chiffres bougent rapidement. On est à plus de 100 clients, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 40 collaborateurs, avec un développement qui a démarré en France et qui se développe actuellement. Un développement qui se poursuit à l'international en attaquant les continents américains et en s'étendant en Europe. Notre métier de départ, c'est la supply. Colibri a été fondé par des ingénieurs en supply chain,
aucun des deux fondateurs n'est là aujourd'hui, mais je pense que beaucoup les connaissent, Nicolas Comar, Mehdi Karab, qui travaille chez Viséo dans la practice supply, a installé des solutions du marché qui, somme toute, étaient compliquées à mettre en œuvre, chères, coûteuses, peu agiles, etc. Et qui ont décidé, il y a maintenant presque 15 ans, il y a 13 ans, on veut dire, de développer une solution qui soit plus facile à mettre en œuvre, plus rapide à mettre en œuvre, qui propose toutes les bonnes pratiques de la supply, mais sans payer les coûts importants. Donc, une solution qui a été, dès le départ, pensée cloud et cloud public. On voit que nous sommes hébergés et nous publions notre application sur le cloud Azure. Nous, d'ailleurs, intégrons nous-mêmes nos solutions. Pauline, d'ailleurs, est consultante et met en place Colibri chez de nombreux clients. Un mot rapide également sur les produits que nous proposons. Finalement, ça s'articule autour de 3 process qu'on adresse directement. Demand Planning, qui était le process qu'on a adressé dès le départ quand le produit est sorti il y a une dizaine d'années. Demand Planning, c'est-à-dire la prévision des ventes, la capacité à intégrer les historiques, les données propres à la vente, à les analyser, donc à proposer des extrapolations, des prévisions calculées avec des moteurs d'IA qui vont analyser tendances, saisonnalité, événements, données externes, etc. Et la possibilité également de venir les modifier facilement, les amender, archiver de la donnée, augmenter les connaissances qu'on a sur son marché. Donc ça, c'était le module d'origine. C'est ajouté, il y a maintenant assez longtemps, un module de planification opérationnelle, supply planning, qui gère aussi bien la planification des flux de distribution, des flux de production, des flux d'appro, leur réassortiment de points de vente. Donc vraiment la planification, donc ce qu'on appelait un APS pendant longtemps, enfin, qu'on appelle toujours un APS, mais qui est un outil de planification des flux vraiment opérationnel. Et puis, il y a effectivement le module qu'on voit sur le dessus de notre petite pyramide ici, qui adresse un processus plutôt SNOP, comme dans les livres, à savoir un processus stratégique qui vise le moyen-long terme, à un niveau agrégé pour prendre la décision plutôt d'adéquation charge-capacité. Donc, ça cible plutôt les industriels. Et ça permet effectivement d'animer ce processus, d'avoir plusieurs scénarios industriels, de pouvoir les présenter en direction et de pouvoir faire un process SNOP, dérouler un process SNOP de bout en bout. Ça, ce sont les solutions qu'on offre depuis, pour la plupart d'entre elles, quasiment 10 ans. Demand Planning un peu plus, les autres un tout petit peu moins. Avec une brique de reporting intégrée, d'ailleurs, on aurait dû le dire, mais l'offre Colibri intègre un reporting standard qui est hébergé chez nous et qui permet d'avoir tous les indicateurs et de progresser sur le processus. Ça, c'est ce qu'on fait. Nos clients, vous pouvez les trouver rapidement, et je pense que Bénédicte nous rappellera à la fin qu'on peut aller chercher et trouver les témoignages, de nombreux témoignages clients sur le site Trustfolio. Avant de passer au sujet du jour, simplement quelques indicateurs. Ce n'est pas des choses qu'on affirme, ce sont des informations qu'on a collectées auprès de nos clients. Donc, ce sont des choses qu'on a mesurées. Jusqu'à 20% de réduction des stocks, parfois plus, mais ça relève plutôt de l'anomalie préalable à l'utilisation de Colibri. 3% de réduction de coût de fonctionnement de la supply, ça c'est quand même important, c'est un impact vraiment direct sur les résultats de l'entreprise. Beaucoup de gains de temps. Beaucoup de gains de temps, notamment du gain de temps sur la consolidation de données, l'analyse de données. Très souvent, quand on installe Colibri, on vient remplacer Excel. Et le temps qu'on passe à faire fonctionner Excel est considérable. Il y avait une étude qui montrait qu'il y a quasiment 40% des fichiers Excel contiennent des erreurs. Donc on a énormément de temps gagné et avec des gains opérationnels dès 3 mois. Alors, une fois qu'on travaille bien, on commence à réduire les stocks, mais en fonction de vos délais d'appro, de vos process, les stocks mettent un petit peu de temps à baisser.
on met un petit peu de temps à se réorganiser, mais en moyenne, on considère que l'investissement initial dans Colibri est amorti en moins d'une année. Et par la suite, évidemment, on est tout en bénéfice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je pense qu'on va passer au sujet principal de la présentation du jour, à savoir... Prévision et planification. Exactement. Voilà, donc la question du jour, comment relier prévision et planification? C'est deux grosses briques très importantes dans tout processus SNOP pour avoir une supply chain agile et qui fonctionne correctement de bout en bout. Petit spoiler sur la suite. Voilà, donc on a, comme Cédric l'a montré, chez Colibri, mais de manière générale, sont deux processus de fonctionnement. Une partie prévision qui est la base du processus SNOP, l'établissement de la prévision, comment on l'utilise dans la planification et comment rendre cette information agile pour que le process soit agile. Aujourd'hui, la demande qui est établie dans la prévision ne sera pas exactement similaire, en tout cas en termes de mailles, en termes d'agrégats, à la demande qui est utilisée dans la planification. Par exemple, dans l'établissement de la prévision, on va travailler au client, on aura besoin d'avoir des informations marché qui, derrière, dans un processus de planification, pourront être transparentes. L'objectif, c'est que le planificateur, ou en tout cas les décisions qui sont prises dans le process de planification prennent en compte des éléments métiers, mais en tout cas, ces éléments sont retranscrits dans les chiffres de la demande. Donc, on va pouvoir changer d'agrégat, passer d'une maille plutôt commerciale à une maille industrielle, aller sur des sites de fabrication, là où ce n'est pas forcément utile dans l'établissement de la prévision. Également, on va changer de maille de temps. La prévision pourrait être établie au mois, à l'année, et même d'horizon, un horizon très lointain, là où la planification pourrait être faite à une maille beaucoup plus fine, jour, mois, jour, semaine, et un horizon qui pourrait être plus court que l'horizon de prévision. Également, des éléments qui ne sont pas forcément pris en compte dès le processus de prévision, ce sera l'affermissement de la demande avec la prise en compte du carnet de commande client. Donc là, dans les hypothèses de prévision, on peut déjà avoir l'information, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est au moment de l'intégration de la prévision dans la planification qu'on va pouvoir affermir, faire amender la demande selon les informations qui ont plus de certitude. Également, ce qui va être important, c'est la fréquence de rafraîchissement de la prévision pour les besoins de planification. Si on travaille à une maille de temps jour ou semaine, on va pouvoir alimenter de manière régulière la planification, notamment avec ces éléments d'affermissement, alors que la prévision pourrait être établie sur un processus plutôt mensuel, par exemple. Important dans la planification, une brique qui va s'ajouter, c'est le stock de sécurité qui va pouvoir venir pallier à l'incertitude que l'on aura dans la prévision. Une prévision, par définition, sera toujours fausse, sera le plus proche possible de la réalité, mais on aura... on ne pourra jamais atteindre une fiabilité de 100%. Donc le stock de sécurité est là pour justement faire tampon et assurer une planification optimum. Il pourrait être calculé de manière dynamique. La prévision prend en compte une saisonnalité, on va capitaliser dessus pour avoir un stock de sécurité qui va prendre en compte les effets temporels, les effets de saisonnalité, les effets de marché. Dans cette boucle-là, donc la prévision sert la planification, mais derrière, au moment où on intègre la prévision dans le module de planification, on pourra avoir aussi des retours vers la prévision. Donc la planification, une fois qu'on a validé un plan, la demande pourra être contrainte si nécessaire. On va avoir un certain nombre d'alertes qui pourront être remontées dans la prévision ou en tout cas mises à disposition du prévisionniste pour pouvoir amender ou non la prévision. Donc des ruptures projetées, des alertes de surstock pour pouvoir écouler
écouler le stock selon les besoins et alimenter les équipes commerciales, par exemple. Ce qui va être important dans ces 2 briques, c'est aussi de se dire plusieurs cas de figure en termes d'organisation. On peut avoir plusieurs personnes qui sont en charge de l'une ou de l'autre de ces briques. Et là, c'est important d'avoir un outil qui va être automatisé, où le processus de prévision alimente automatiquement le processus de planification pour pouvoir alimenter de manière quotidienne, par exemple, avec ces éléments, sans avoir besoin d'une personne qui clique sur le bouton et puis l'autre reçoit l'information et être décorrélée. Au contraire, si vous avez une seule personne qui est en charge de la prévision et de la planification, ce qui n'est vraiment pas rare et ce qui est aussi très intéressant, l'important, ce sera d'avoir un outil clé en main pour pouvoir automatiser au maximum les étapes et pouvoir travailler essentiellement par alerte pour travailler d'un côté une prévision qui va être un petit peu moins fiable, de l'autre côté une planification, se concentrer sur les ruptures ou sur les périmètres en tout cas qui nécessitent d'avoir de l'attention. Oui, peut-être un petit complément. Ça me faisait penser au début, on précisait que les cycles de prévision et de planification ne sont pas les mêmes. On est très souvent sur des cycles quotidiens en planification ou hebdomadaires quand c'est calme. Alors qu'en prévision, on est souvent sur des cycles de travail mensuels où on révise la prévision tous les mois. Mais ça n'empêche pas de faire tourner, de faire fonctionner cette interface qu'on voit là, de mettre à jour la demande en planification quotidiennement, parce que au quotidien, même si le cycle est mensuel, au quotidien, on va pouvoir modifier, saisir des prévisions. On peut penser au cas des opérations commerciales, promotions. Il y a des promotions qu'on met à jour en cours de mois, et c'est important de pouvoir envoyer ça quotidiennement à la planification, pour ne pas attendre un mois pour se rendre compte que quelqu'un avait dit le 5 du mois, on va sans doute en décoller 2 fois plus que prévu. Si on attend un mois, ça sera sans doute trop tard côté supply pour réagir. C'est un premier point. Peut-être une deuxième remarque que ça peut inspirer, qu'on n'avait pas prévu, c'est que c'est important aussi, quand on fait le projet de prévision, de penser quand même à l'utilité de la prévision, à ce qu'on va faire de la prévision. Je pense que tu dois souvent rencontrer des situations où on va beaucoup dans des détails côté prévision, alors qu'il faut quand même avoir en tête qu'au bout du compte, cette prévision, on va l'agréger au site, au produit, pour faire une planification. Donc, bien avoir en tête ça pour ne pas se perdre à essayer d'affiner quelque chose qui finalement représentera peut-être l'épaisseur du trait quand on arrivera en planif. Effectivement, je pense que dans la modélisation de la prévision, il faut toujours garder en tête comment on va utiliser les éléments de marché, les éléments commerciaux dans l'établissement de la prévision, avoir un niveau suffisamment précis pour pouvoir capter les signaux. Par contre, pas trop fin parce que la demande de 2 clients peut quand même se compenser assez régulièrement. Oui, exactement. Ça peut se compenser ou simplement, ça peut, une fois qu'on fait la somme de tout, ne plus représenter quelque chose qui est très important. Et peut-être la chose importante dans ce schéma-là, j'ai peut-être envie de dire que celle qu'on oublie souvent, c'est celle-là, c'est-à-dire que la prévision, on va enfoncer les portes ouvertes, c'est une prévision, donc ce qui va se passer, c'est pas exactement ce qu'on a prévu, et c'est pas grave. Dès lors qu'on est capable de mesurer ici, de mesurer l'erreur qu'on a fait jusqu'à présent, et donc d'estimer l'erreur qu'on est en train de faire par la suite, et qu'on est capable d'envoyer ça à la planification d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir se couvrir de ces erreurs. Il ne s'agit pas de nier l'existence de ces erreurs, mais de ne pas oublier cette flèche du milieu. Et le point important, notamment si on pense à SNOP, c'est la boucle de rétroaction qu'on ne voit pas toujours. Alors, je ne sais pas en combien de projets en moyenne on récupère, par exemple, les produits en rupture. Assez peu aujourd'hui, mais c'est une information qui est quand même très intéressante. Justement, j'allais rebondir sur l'importance du processus aussi qui va autour de ces différents échanges. Envoyer une prévision sans donner d'éléments au planificateur, ça n'a pas forcément de sens. C'est important que le planificateur ait confiance dans la prévision qui a été établie, qu'il sache ce qu'elle contient. Est-ce qu'elle contient bien les promos? Est-ce qu'elle est à jour de ces informations? Est-ce que tous les éléments ont été pris en compte?
et dans l'autre sens que le planificateur alerte le prévisionniste sur les ruptures, pas l'ensemble des ruptures, mais celles qui vont impacter la demande avec des reports de vente sur d'autres articles, sur d'autres périodes de temps, un retard de la demande ou pas. En tout cas, d'aligner ces deux process et c'est un point à ne pas négliger dans la mise en place du processus ou des flux d'informations. Exactement. Donc les clés. Les clés de cette planification donc agile, on vient d'en parler, la fréquence de la planification. Donc une prévision qui peut être donc faite sur une base, un processus avec une base mensuelle qu'il ne faut pas hésiter à revoir plus régulièrement. Ce qu'on propose très généralement sur le processus prévision, c'est d'inciter les personnes qui ont des informations à les saisir et à les identifier tout de suite dans la prévision, quitte à revoir la prévision, à l'envoyer au module de planification une seule fois par mois dans un contexte sans aléa. Par contre, là, quand on veut être agile, à ce moment-là, on sait remettre à jour une planification en cours de mois. De la même manière, si on a des alertes, les revoir régulièrement. On peut évoquer aussi les budgets, la prévision budgétaire qui est généralement faite une fois par an. Les modules de prévision peuvent permettre de les revoir un petit peu plus souvent, en tout cas de refaire des ajustements et puis de ne pas sous-estimer les échanges réguliers entre prévision et planification. Le deuxième point important, ce qu'on disait, c'est travailler sur alerte, que ce soit en prévision ou en planification, encore une fois. Sur la prévision, identifier les périmètres à risque, les périmètres sur lesquels la prévision peut avoir tendance à dériver, sur lesquels les historiques de vente très proches ou un peu plus lointains, où on va avoir des nouvelles tendances. Donc là, avoir les bons KPI qui permettent d'identifier ces effets à la bonne maille aussi d'identification. Si c'est un client de la base, ce sera peut-être l'épaisseur du trait. Si ça commence à être toute une part de marché, là, avoir les bons KPI au bon niveau est intéressant. Et de la même manière, en termes de planification, c'est les exemples d'alertes que l'on voit juste à côté. Donc, les alertes de rupture, les alertes de commandes en retard. Est-ce qu'on a des actions possibles à faire avec nos fournisseurs pour pouvoir anticiper ces commandes? Les alertes d'articles en sous-stock. Donc là, on a cette notion de stock de sécurité. Si on n'atteint pas le stock de sécurité, revoir, comprendre le pourquoi, comprendre le calcul du stock de sécurité aussi si on a besoin de le revoir. Et également ne pas sous-estimer donc l'importance de l'alerte sur les surstocks pour pouvoir écouler correctement les stocks disponibles, avoir la visibilité à long terme aussi de ces stocks qui peuvent être vite devenir des stocks obsolètes et avoir des plans d'action derrière. Donc le point qu'on évoquait, un stock de sécurité dynamique, avoir une prévision long terme avec de la saisonnalité, avec des calculs puissants, potentiellement avec de l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais derrière, il faut l'utiliser correctement. Et donc, ce stock de sécurité dynamique pourra se baser justement sur les effets de marché pour avoir, par exemple, si on prend des produits saisonniers d'été, avoir les bons stocks au bon moment, en anticipation, mais par contre, s'assurer de les avoir écoulés quand on arrive au mois d'août et puis que la demande va baisser. Dans ce stock de sécurité dynamique, avoir les bons paramètres également de couverture de stock ou de taux de service, si on souhaite le calculer sur la base d'un taux de service, et puis les revoir régulièrement. Et du coup, le dernier point, avoir des reporting et des indicateurs de performance qui sont pertinents, qui permettent de prendre de la hauteur aussi sur nos différents KPI, prévision, planification, pouvoir les partager aussi en réunion SNOP, par exemple, les équipes commerciales puissent comprendre pourquoi une prévision est faite, quels sont les risques qu'on peut avoir derrière, qu'est-ce qu'une mauvaise performance et pourquoi la corriger. Et pouvoir aussi le partager en réunion managériale et identifier
principalement les opportunités d'amélioration, les plans d'action que l'on va mettre derrière chacune des alertes qu'on pourra avoir. Finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'on travaille sur une masse de données importante et qu'on ne peut plus, ce qu'on a tendance à faire sur Excel, c'est compliqué de passer tout en revue exhaustivement, on peut laisser filer des choses, c'est un travail un peu répétitif, un peu qui endort un petit peu. Donc le travail sur alerte est vraiment important et de combiner ou d'avoir une vision intégrée alerte sur la demande, alerte sur la supply, c'est vraiment important. C'est-à-dire que vous avez, prenons des exemples, vous avez une alerte qui dit ce produit-là, il a l'air de se vendre beaucoup plus que prévu. Si par ailleurs vous dites c'est pas grave, on a un on-stock, ben en fait c'est pas une alerte. Enfin c'est pas quelque chose qui nécessite une action, c'est bien une alerte, mais ça nécessite pas forcément une action importante. Et des exemples comme ça, on peut en avoir pas mal. Des alertes sur date d'expiration. Exactement, des alertes qui disent il y a du stock qui va nous rester sur les bras. Finalement, les gens qui font la prévision de la demande, quand ce sont des équipes différentes en tout cas, sont des gens qui sont proches du commerce. Donc, ce sont elles qui vont être capables de dire est-ce qu'on ne peut pas avancer une opération? On avait prévu l'opération au mois de juillet, est-ce qu'on ne peut pas la faire au mois de juin parce qu'au mois de juillet, les produits ne seront plus là, etc. etc. Donc, c'est vraiment... finalement, ce qui est important là-dedans, c'est aussi de s'assurer que les différentes parties discutent. C'est un peu le principe du SNOP, mais c'est vraiment de s'assurer que ces prévisions sont bien exploitées pour regarder et pour générer des alertes sur la supply et pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Et on en parlait, les stocks de sécurité sont quelque chose qui est assez négligé, mais c'est souvent la moitié du stock. C'est du stock de sécu. Donc on peut évidemment se dire qu'on fait des calculs de stock de sécurité très sophistiqués, on sait faire ça à partir de taux de service, de différentes définitions de taux de service en couverture en jour, très bien. Si vous n'avez pas, encore Colibri, si vous n'avez pas d'outils, on peut aussi simplement, en tout cas, se préoccuper de quelles sont les valeurs des stocks de sécurité qui sont dans vos systèmes ou des points de commande si vous êtes en point de commande, et peut-être de les réviser régulièrement, qui est vraiment le point important hein, quand on fait une analyse des stocks dans les entreprises. On retrouve plein de produits qui sont en surstock et quand on essaye de savoir pourquoi ils sont en surstock, les explications qui remontent le plus souvent, il y a eu une immense OP, mais elle a été annulée. Ça, c'est ma préférée, évidemment. Donc, on a acheté les produits, puis quelqu'un a dit « Oh, finalement, non. » Dommage. On a souvent des produits dont les stocks ou les minutes de commande ont été définis à l'époque où on en vendait beaucoup. Et avec le temps, on en vend moins, mais on n'a pas révisé les politiques d'appro. Donc, on est toujours sur des gros stocks de sécu ou toujours sur des mini d'appro qui font... voilà, enfin, combien de fois, quand on charge les données en projet, on se dit oh, on a des milliers de commandes, ça fait un an de vente. Donc, alors des fois, vous n'avez pas le choix, mais des fois, c'est parce que personne ne s'est posé la question de savoir si on pouvait les changer. C'est important aussi. On voit que d'avoir une prévision à jour côté planif, ça permet d'alimenter les indicateurs qui disent vos milliers de commandes sont déconnants, par exemple. Les reportings et le travail sur alerte est particulièrement important. Peut-être, on a le temps. Ouais, on a le temps. Mais du coup, c'était... on commence à parler, enfin, on voulait évoquer justement ces sujets. Une des clés, c'est l'optimisation de tous les paramètres de la planification. Donc, avoir une projection du plan d'appro qui soit suffisamment à la bonne maille, en tout cas, et suffisamment lointaine. Pour pouvoir anticiper les effets de saisonnalité, les effets de risque, les effets de délai long. Ce que Cédric disait également, avoir une notion du déclencheur de commande. Est-ce que c'est le passage sous le stock de sécurité? Est-ce que le stock de sécurité est au bon niveau? Est-ce que c'est les minimums ou les multiples de commandes? Est-ce que c'est les minimums aux fournisseurs également qui vont nous charger? Ou au contraire, est-ce que le stock de sécurité nous permet de couvrir les risques et les aléas de prévision et n'entraîne pas des ruptures dans les stocks avant les prochaines réceptions? On voit ici sur l'exemple un stock projeté en début de période sur la période en gris qui va passer en dessous de 0 parce que le stock à date n'est pas suffisant pour couvrir le besoin jusqu'à la prochaine livraison proposée par Colibri.
qui génère d'ailleurs un surstock. Illustration d'un mini de commande excessif, on a une petite alerte qui dit on est surstocké par rapport aux politiques de stock du produit. Un autre point important, donc une revue du processus SNOP qui peut être mensuel en période, on va dire, standard, qui peut être justement ce serait nécessaire d'avoir des échanges plus fréquents dans des périodes d'incertitude plus fortes pour avoir des hypothèses qui sont partagées, qui sont revues, des plans qui sont réactualisés si on souhaite être plus agile. Donc, oui, partager risques et opportunités également. Donc, comment écouler un surstock, quelles sont les actions mises en place, est-ce qu'il y a des événements commerciaux qui seront à prendre en considération, et puis revoir les indicateurs de performance. Et puis sur la notion de calcul, donc on revient sur ce stock de sécurité qui est quand même très très important, qui est la variable d'ajustement et qui permet d'avoir le bon stock tampon, le stock en fin de période. Ici on voit dans l'exemple qu'en fin de période, le stock de sécurité était assez bas, mais qui va prendre en compte donc les éléments de saisonnalité. Ce stock de sécurité peut effectivement également permettre d'anticiper les pics de charge, les pics de saisonnalité sur l'année. Et les creux. Inutile d'avoir un stock de sécu gigantesque si pendant les mois d'été on ne vend rien. On peut avoir un stock de sécurité à zéro parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Oui. On a sur ces 3 étapes, l'optimisation est quelque chose d'important et qui doit tenir compte de la prévision, peut-être aussi illustré par des exemples et par l'importance d'avoir une idée de l'incertitude sur les ventes. Les planificateurs de métier le savent très bien. Prenons l'exemple d'un cas industriel, donc avec des ventes ultra saisonnières, on a des pics, donc il faut qu'on anticipe les ventes en produisant en avance en montant du stock. Tout planificateur sensé va monter du stock sur les produits qu'il est sûr d'écouler et va jamais faire de stock sur des produits sur lesquels il y a une grosse incertitude. C'est une autre illustration de cette importance de transmettre 2 informations à la planif, le volume moyen qu'on pense écouler et l'incertitude sur ce volume moyen, que ce soit par le biais d'une classification XYZ, d'un attribut ou d'une vraie incertitude qu'on va exploiter pour calculer des stocks de sécurité. Le comment peut être variable, mais c'est important de donner ces clés-là pour qu'en planification, on prenne les décisions qui sont pertinentes. De la même manière, ici, on voit qu'on a un mini de commande important sur l'illustration qu'on a à l'écran, mais très souvent en appro ou dans les flux, on en parle juste après, on va massifier. Donc, on a vraiment, c'est pour ça qu'on a rajouté une section qui est comment massifier vos appros ou votre plan sans vous surstocker. Et on peut le faire si on a une idée de ce qui va se faire. Et là, on en reparlera sur la partie massification. Mais là aussi, il faut qu'on ait un éclairage. Il faut que la prévision éclaire suffisamment loin pour qu'on prenne des décisions plutôt intelligentes. Et par rapport toujours à ces notions d'incertitude et de prévision, finalement, la planification dans la supply, je ne sais pas si les personnes auxquelles on s'adresse aujourd'hui sont dans ce métier-là, mais si c'est le cas, votre métier, c'est de prendre des risques. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est compris au niveau de la direction de l'entreprise, mais à un moment donné, vous allez prendre le risque de commander en prenant le risque de se surstocker ou de repousser une commande en vous disant « ce n'est pas si grave si je la repousse d'une semaine » en prenant le risque évidemment d'une rupture. Et donc là aussi, c'est assez important d'avoir cet éclairage, d'avoir une prévision un petit peu moyen terme au niveau de la planif et de savoir sur une proposition d'appro, on en reparlera sur la massification, s'il y a une proposition d'appro parce qu'on était une pièce en dessous du stock de sécu, la règle, c'est la règle du Ralex sed lex, on disait en latin, j'ai une pièce en dessous du stock de sécu, tous les systèmes du monde vont vous proposer un appro.
parce que c'est ça la règle, et que si le système ne le fait pas, vous n'allez plus comprendre ce qu'il fait. Mais néanmoins, à un moment donné, s'il n'y a qu'un seul produit à commander chez un fournisseur, ou qu'un seul produit à lancer sur une ligne de production dans sa famille, et qu'on le lance juste parce qu'on est un peu en dessous du stock de sécurité, la question peut se poser de savoir est-ce que ça vaut le coup. Donc là aussi, c'est bien d'avoir des informations stock de sécurité dynamiques, qui soient hautes, parce qu'il y a une grosse incertitude en amont d'une saison haute, par exemple, qui soit basse le reste du temps pour qu'on ait une petite idée de comment prendre les décisions. Est-ce que je commande, est-ce que je commande pas, est-ce que je produis pas, etc. Alors, Ces clés. Ouais, toutes ces clés, exactement. Et je me suis rendu compte que j'ai passé mon temps à annoncer le contenu des diapos en avance. Appelez-moi Dr Spoil, mais hop. Il y a un sujet, effectivement, c'est que quand on parle supply en général, on se pose des questions de comment j'approvisionne. On n'approvisionne pas juste le besoin net, parce que sinon, tous les jours, on fait rentrer 2 colis en stock. On sait que ça va pas être une bonne façon de faire. Donc, on va tenir compte de contraintes aux produits classiques, dont on a dit auparavant que c'était bien de les rechallenger régulièrement, et pour ça, un reporting quel qu'il soit, ou un process de révision. Oublions même les outils, un process de révision, mais se fixer 2 fois dans l'année une revue de vos minutes de commande ou de vos minutes de prod, et de se dire est-ce qu'ils sont toujours raisonnables, est-ce que je ne suis pas en train de produire toutes les semaines ou de commander toutes les semaines parce que mon mini est ridicule, c'est d'une pièce, donc mon système, mon ERP me propose des ordres tous les jours, ça n'a pas de sens, ou au contraire, il m'en propose qu'une fois par an, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais également de tenir compte de contraintes plus complexes qui sont un peu le cœur du métier de la supply, donc la contrainte fournisseur, typiquement du franco de commande, du multiple, du camion complet, du conteneur. Camion complet conteneur, c'est valable aussi bien pour des flux de distribution intersites que pour des flux d'appro, évidemment, ou si on est industriel, des capacités ou des productions groupées, parce que vous avez une ligne de production où vous produisez, vous conditionnez directement en série. Donc les lots que vous lancez, c'est des cuves, des batchs, des choses comme ça. On a des contraintes dont il faut tenir compte. Et si on prend l'exemple des appros, qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent en ce moment, on a des contraintes fournisseurs. Votre fournisseur vous dit si vous me commandez un camion complet, vous avez tant de remises. Donc, vous avez décidé de commander un camion complet. Très bien. Il faut que cette contrainte soit renseignée quelque part formellement, que tout le monde la connaisse, que l'approvisionneur, quand il est en vacances, la personne qui le remplace, sache que chez ce fournisseur-là, ce n'est pas des camions complets, mais c'est des palettes, ou c'est, peu importe, X mètres de plancher, d'avoir des stocks de sécurité dimensionnés, des bonnes alertes. Et les bonnes alertes, c'est ça. Votre système, que ce soit un système ou que ce soit à la main, à un moment donné, vous dites, tiens, il faut que je commande chez le fournisseur. Vous faites un camion complet. Là, c'est important, effectivement, d'être capable de dire, il faut que je commande à temps. Et c'est important de savoir quels sont les articles qui sont à l'origine de cette commande. Sont-ils importants? Est-ce qu'il manquait beaucoup? Est-ce que je peux prendre le risque de repousser ma commande? On a vraiment cette chose-là, c'est-à-dire que le stock de sécurité sert quand même à couvrir les erreurs de prévision. Donc, être un tout petit peu en dessous d'un stock de sécu, c'est un risque, évidemment, mais c'est pas, suivant comment vous avez dimensionné vos stocks de sécu, c'est pas forcément un risque gigantesque, et c'est peut-être sur un produit qui n'est pas critique pour vous, pour lesquels on peut livrer un produit de remplacement, pour lequel le client final a lui-même du stock et peut très bien vivre si on le livre une semaine plus tard. Donc, c'est vraiment une question d'optimisation, d'évaluation du risque et bien entendu d'optimisation. Donc là, sans outils, c'est un petit peu compliqué à faire. On a une petite copie d'un de nos écrans sur la partie droite de la diapositive, mais effectivement, une petite copie d'écran qui explique que pour l'instant, la proposition pour le fournisseur, elle est en dessous du franco de commande, et puis on est même assez loin du camion complet, parce qu'on a 13 palettes, donc il manque 19 palettes pour remplir le camion. Donc là, c'est important, là aussi, d'être capable de remplir ce camion intelligemment, qui n'est pas quelque chose d'incroyablement complexe, mais qui consiste à venir anticiper
les propositions qu'on passerait, les propositions futures qu'on passerait. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette visibilité. C'est ce qui manque quand on est en point de commande, par exemple, ou tout système qui ressemble à du command ou à du point de commande. C'est qu'il faut qu'on ait un peu de visibilité, c'est-à-dire que remplir un camion au prorata de ce qu'il y a dedans initialement, si tous vos produits se comportent pareil, ça fonctionne. Mais si vous avez un produit qui est en train de baisser, un produit qui est en train de monter, un produit qui est en fin de saison, un autre qui démarre, parce que vous avez des produits saisonniers et sur des saisonnalités différentes, il faut vraiment le faire intelligemment. Donc, ça nécessite d'avoir cette prévision à long terme. Et puis, effectivement, idéalement, d'avoir quelque chose qui le fasse automatiquement pour vous. L'objectif, c'est que la prochaine commande que vous passerez chez votre fournisseur soit le plus tard possible. C'est ça qui vous réduit le stock. Et ensuite, on peut avoir d'autres critères. Vous pouvez aussi vouloir réduire le foisonnement, c'est-à-dire minimiser le nombre de produits dans la commande parce que pour économiser sur les coûts de rangement. Mais on est bien sur des décisions et des compromis et de la prise de risque. Si vous réduisez le nombre de produits que vous passez dans la commande, vous courez le risque qu'un produit qui n'est pas dedans déclenche une commande un peu trop tôt. C'est finalement ça qu'on dit. On ne l'a pas mis sur la diapo, mais c'est un sujet aussi. Je parlais de réduction du foisonnement ou d'optimiser les quantités à commander. Il existe des formules dans la littérature connues. Enfin, je pense que le nom est beaucoup plus connu que la formule. D'ailleurs, dites formule de Wilson, par exemple, qui vous permet de vous recommander une quantité minimum d'appro. La formule est extrêmement la formule est simple, mais elle utilise des informations qui sont, elles, plus difficiles à obtenir puisqu'on parle de coûts de passation de commande et de coûts de stock. Mais ce sont des choses sur lesquelles ça peut valoir le coup de se pencher. Le coût de passation de commande, c'est souvent un coût de rangement. C'est moins le coût administratif de passer une commande aujourd'hui parce qu'on a des ERP, des transmissions informatiques aux fournisseurs, etc. À l'époque où la formule a été inventée, je pense qu'on remplissait des bons de commande à la main, on les photocopiait, on les envoyait. Donc il y avait un coût vraiment administratif. Ce coût-là a considérablement baissé. Par contre, il y a un coût qui a baissé aussi, mais qui reste assez présent, qui est que le camion arrive, le conteneur arrive, il faut aller ranger. Et donc, il faut parcourir les allées, ranger, mettre dans les emplacements. Ça a un coût. Et ces coûts-là sont assez standardisés, tout comme les coûts de stock et les coûts de possession de stock sont assez standardisés. Donc, ça peut être une bonne idée aussi d'utiliser ce type d'estimation pour challenger vos minutes de commande. Il ne s'agit pas d'utiliser les yeux fermés le résultat de cette formule qui est quand même un peu abstraite, mais qui est de s'assurer que vous êtes bien sur quelque chose de raisonnable en termes de compromis, fréquence d'appro, coût de stock. Mais ça peut se faire aussi simplement en disant que vous décidez que 6 fois par an, c'est bien, en moyenne. Voilà, pas mal de clés pour répondre aux aléas du marché, avoir un processus bout en bout agile. Oui, je pense que ce qui est important et qu'on peut effectivement redire, il y a des questions, on va aller adresser les questions, mais un point qui est important, c'est notamment dans les organisations où les gens qui font les prévisions de vente et les gens qui s'occupent de la supply ne sont pas les mêmes. C'est de faire en sorte qu'ils se parlent. J'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais concrètement, c'est important même de l'organiser, de s'assurer qu'il y a un support de données qui soit commun, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des faits, pas sur du ressenti ou des opinions, mais qu'on puisse éclairer avec des faits. Et pour un peu vendre le process SNOP, même si vous ne le faites pas dans les formes, mais qu'à un moment donné, quand vous dites « bon, j'ai bien compris qu'on était en surstock, on va faire une OP, un déstockage, une promo sur ces produits-là », que tout le monde sorte de la réunion en disant « ok, on a décidé ça et chacun agit en conséquence ». Et si ce n'est pas exactement ça qui se passe, qu'on ne déclenche pas une chasse aux sorcières pour savoir qui s'est trompé, puisque tout le monde était d'accord. On a une question de Philippe Robert. Dans le cas de stock partagé par plusieurs acteurs, les outils permettent-ils d'analyser les prévisions passées, parfois longtemps dans le passé, et d'identifier les causes de surstock? Très utile pour responsabiliser les acteurs sur les fiabilités des prévisions. Et merci pour cette question. C'est un élément important dans l'analyse de la fiabilité, c'est-à-dire à quel
lag, quel recul on prend pour comparer la prévision à ce qui s'est effectivement passé. En général, on recommande de s'aligner au délai d'approvisionnement à minima. Quelle est la prévision qu'on a établie en janvier pour mars si on a 2 mois de délai d'approvisionnement, pour se dire quelle visibilité on avait au moment où on a passé la commande. Ça, c'est un élément très important. Et la maille derrière aussi, est-ce qu'on la regarde directement à la maille de passation de la commande? On peut la regarder à une maille plus agrégée pour voir les possibilités aussi qu'on aurait pu avoir à plus court terme pour faire du rebalancing entre nos sites, etc. Oui. Et identifier les bonnes alertes. Oui, je pense que c'est un des intérêts des outils. On trouve des Excel incroyables de temps en temps dans notre métier, où on voit des gens vraiment très doués. Par contre, ce qui manque souvent, c'est cette notion d'archivage. Parce que quand on fait un super Excel de planif ou de prep, c'est bien, mais les archives, c'est les versions précédentes des Excel, et leur exploitation devient d'un seul coup extrêmement complexe. Évidemment, quand on a un outil intégré, ça se passe un peu mieux. Donc, effectivement, si on prend l'exemple de Colibri, on connaît bien, on a effectivement l'historique de toutes les prévisions de chacun des prévisions statistiques, des prévisions validées communes, consensus. On a cette historique-là sur la durée nécessaire pour faire l'analyse et sur toutes les mailles, puisqu'on archive ça au niveau le plus détaillé. Donc, on est capable de faire une analyse sur un stock avancé de la fiabilité de prévision sur le délai de réappro du site avancé. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez changer cette analyse, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans une étape de paramétrage initial, c'est vous allez dans le reporting et vous regardez ce qui vous intéresse et vous sauvegardez cette config de reporting si vous la regardez tous les mois pour ne pas être obligé de recliquer partout. Ça peut être aussi, vous êtes surstocké ou en rupture sur des composants, ça peut être intéressant de prendre le lead time cumulé, qui est une information qui n'est malheureusement pas toujours facilement disponible, mais plutôt que de prendre le lead time produit fini, c'est de prendre le lead time cumulé sur les composants, ce qui permet d'expliquer aussi les raisons de ces surstocks ou de ces déficits de stock. Et effectivement, en général, on finit par trouver qu'on avait une grosse prév qui ne s'est pas réalisée. Une information qui est arrivée tardivement, que ce soit l'exemple de la promo qui s'est annulée ou de la promo qui a été saisie, elle, tardivement. Donc là, est-ce qu'il y avait des éléments déjà métiers qui avaient été partagés avant? En tout cas, à partir de quel moment l'information a été présente dans la prévision et du coup prise en compte dans la planif derrière? Oui, on peut d'ailleurs compléter, puisque dans l'offre standard de reporting qu'on a, on a 2 reports sur la fiabilité de la prévision, parce qu'on parle de ça. On a un premier qui permet de savoir, qui permet effectivement de comprendre où s'améliorer, quels sont les produits sur lesquels on est en difficulté régulièrement, et donc de réfléchir à ce qu'on peut faire pour avoir l'information pertinente plus tôt, la saisir, mettre en place un processus. Ou si on ne peut rien faire, se dire qu'effectivement, on va décider des stocks dont on a besoin pour assurer un taux de service, ou peut-être décider de passer en make to order sur certains produits, ce sont des vrais points. Et on a également un report dans nos reports standards qui permet de comparer la prévision que Colibri calcule avec la prévision qui a été modifiée par les saisies. Et celle-là est intéressante parce qu'elle permet de responsabiliser, elle permet d'évaluer, de dire voilà votre contribution, les efforts que vous avez faits à lire, à analyser les prévisions qu'on a faites et à modifier celles qui vous semblaient être à côté de la plaque. Voilà ce que ça nous a permis de gagner en fiabilité de prévision. Et voilà les cas où, au contraire, on a dégradé, donc on a surréagi, par exemple. Et en tirer les bonnes pratiques de modification pour être le plus efficace possible. L'utilisateur qui vient tous les mois et qui ajuste un petit peu, finalement, il ne va peut-être pas gagner assez de points par rapport à l'effort qu'il va mettre et le comparer à des opportunités, à des grosses modifications qui peuvent avoir lieu selon les types d'informations que l'on récupère. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais voilà. Et au contraire, oui, se dire aussi, est-ce qu'il y a des périmètres sur lesquels on veut travailler aussi la prévision statistique pour se dire comment Colibri peut nous donner, enfin Colibri ou en tout cas l'outil, peut nous donner les meilleures clés pour avoir une prévision de base, une baseline qui est déjà optimum par rapport à la demande. Donc en se basant sur différents éléments historiques ou extérieurs et en se disant, en fait, si c'est toujours cette information que je remets
moi manuellement dans la prévision, comment Colibri peut déjà me la proposer. Si je vois que j'apporte de la valeur et que en fait, c'est toujours par la même action, finalement, je vais pouvoir demander à Colibri de le faire. Donc ça va être intéressant aussi pour gagner en efficacité derrière. On a longuement répondu à la question. Et je ne vois pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'était la seule question de Philippe. Je pense que vous avez été très clair et exhaustif. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, je vous propose de nous quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Pauline et Cédric, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à aller regarder nos démos en ligne qui sont sur notre site. Voilà. Donc n'hésitez pas à les… Ah, ouais. il y avait une question posée sur le chat et pas dans l'onglet questions qu'on a raté. Et comme il nous reste quelques minutes, répondons quand même. Jean-Michel nous demande comment gérer les produits météo-sensibles, comment intégrer ce facteur. C'est une question effectivement qui est plutôt importante. Plusieurs éléments de réponse. Aujourd'hui, on sait que la fiabilité de la météo est quand même relativement faible. L'horizon de connaissance de l'information, elle est quand même relativement faible. Oui. Et du coup, derrière, je ne sais pas si c'est la réponse que Cédric aurait donnée, on a beaucoup insisté dans ce webinaire sur l'utilisation du stock de sécurité et du stock d'anticipation sur des articles météo sensibles. Je pense à la bière en début de saison d'été. S'assurer d'avoir les bons articles selon leur péremption aussi, prendre les bons risques pour avoir le stock disponible si on a des pics de la météo-sensibilité qui arrive, qui peut arriver. C'est le stock de sécurité, le stock d'anticipation qui va essentiellement nous aider à pouvoir répondre aux besoins. Oui, en fait, la météo-sensibilité, c'est un sujet qui est compliqué suivant le métier dans lequel vous êtes. Si vous faites du B2B, il y a un tel décalage avec des mini-effets bullwhip, des mini-effets coup de bélier, des effets de décalage qui font que c'est plutôt compliqué d'avoir un signal clair. Alors sur du phyto, produit très cher, le phyto est intéressant et si vous faites de la vente directe à vos consommateurs, vous avez là effectivement directement une corrélation, elle est très forte dans ce métier-là. Tout ce qui est lié à l'agriculture en général est très, très météo-sensible. En fait, ce que disait Pauline, c'est qu'on ne va pas vous faire une prévision qui dit « Tiens, normalement, il va arrêter de pleuvoir dans 3 semaines », parce qu'on ne le sait pas. En revanche, prendre en compte la météo permet d'améliorer la prévision dans le sens où si l'année dernière, il a fait beau très tôt, anormalement beau très tôt, peut-être que vos ventes ont démarré plus tôt, et de savoir que c'est lié à la météo permet de ne pas se tromper, c'est-à-dire de corriger l'historique et de dire voilà, l'historique moyen, il aurait dû être de ça. Et donc, on peut faire une prévision basée sur une prévision météo moyenne, qui est de dire normalement, il fait telle température, telle pluviométrie, etc. à partir de cette date-là. Donc, normalement, ça démarre à cette date-là. Néanmoins, le stock de sécurité va vous dire que ça peut démarrer plus tôt et que ce serait bien d'avoir le stock un mois plus tôt parce qu'il y a eu des années où ça démarrait un mois plus tôt. L'analyse du stock de sécurité, enfin de l'incertitude de vente, vous dira ça. Vous dira, il faut vraiment la faire en couverture, en durée, mais vous dira qu'il vaut mieux se stocker. Mais voilà. La météo nous permet d'améliorer la prév moyenne, ou la prévision très court terme, ce n'est pas notre métier, mais oui, la prévision à 5 jours, la prévision à 5 jours peut être effectivement liée à la météo, savoir où pousser du stock dans les entrepôts. Oui, le bon emplacement. Le bon emplacement en disant, il y a encore des questions. Finalement, on a bien fait de faire durer un tout petit peu la clôture. J'espère qu'on vous a répondu, Jean-Michel. Mais c'est vrai que c'est des préoccupations. La météosensibilité, pour terminer là-dessus, c'est souvent des préoccupations quand même très fortes parce que engendre des pics de consommation.
Oui, oui, mais la météosensibilité, la première chose qui est intéressante à faire, c'est déjà de l'analyser. Parce que dans mon passé, j'ai vu des gens persuadés qu'ils avaient des météosensibilités. Et en fait, c'était juste des saisonnalités identiques, mais la corrélation était très, très difficile à établir. Donc, il ne fallait pas forcément s'enflammer. On peut avoir des biais de confirmation en disant, bah oui, il a fait beau, on en a vendu beaucoup. Et on a oublié tous les cas où il a fait beau, on en a vendu moins. Donc, voilà, j'ai des exemples comme ça sur des ventes de glace où ça ne bougeait pas dans le bon sens. Oui, Jean-Michel, prenez contact avec nous, on fera ce qu'il faut. On a également une question sur l'importance de corriger les historiques. C'est un peu la même réponse que pour la météosensibilité. Corriger l'historique, c'est important pour que les moteurs d'IA ne reproduisent pas un historique qui est anormal. Vous avez une énorme commande de 10 fois le volume habituel, mais qui a été annoncée 2 mois à l'avance. Il ne faut pas la prendre dans l'historique. Il ne faut pas que votre outil statistique ou votre IA se dise tiens, il risque d'y avoir un gros pic l'an prochain à la même période, parce que ça n'est pas une vente normale, c'est une vente anormale qui a été annoncée longtemps à l'avance. Pareil pour les creux, vous étiez en rupture, vous n'avez rien vendu. Il faut pas que l'IA qui est dans l'outil, ou vous d'ailleurs, pensiez que ça va se reproduire. Donc l'importance de la correction d'historique, elle est vraiment de s'assurer que l'historique qu'on injecte à l'IA, c'est un historique qui soit le plus proche possible de la vraie demande, Dépolluer des effets voilà, spot. des effets spot, et des effets spot, soit que vous ne voulez pas honorer simplement, soit des effets spot qui sont connus suffisamment à l'avance pour qu'on... Voilà. La promo, c'est vraiment classique. En général, on va injecter dans les moteurs une promo, un historique qui va être dépollué des effets promo, puisque les promos, vous les planifiez. Donc, c'est pas quelque chose qui se reproduit tous les ans et sur lequel on veut essayer de faire une preuve. Et là, justement, ça rejoint aussi un point sur lequel on a insisté, qui est le travail par alerte. Ouais. L'important, c'est pas de regarder chaque article, chaque tendance sur les mois, enfin chaque début de mois. Ça va être de travailler sur les effets vraiment anormaux, soit que vous connaissez dans vos échanges, dans vos process, justement avec les planificateurs, avec vos commerciaux, et puis de noter les corrections qui seront à faire une fois que les ventes sont effectuées. Et dans l'autre sens, pouvoir travailler aussi en disant, attention, statistiquement, le mois dernier, pourquoi j'ai vendu 150% de plus? J'ai peut-être pas forcément de réponse. En tout cas, je sais que c'est pas quelque chose que je souhaite reproduire dans la prévision future. Ouais. Et là, de le travailler sur les 20-80 ou sur les gros effets de votre périmètre, de vos portefeuilles. Ouais, sur le sujet, 2 minutes. Donc on peut encore. Sur le sujet, sur les corrections d'historique, il y a plusieurs. J'ai fait une étude, j'ai discuté récemment avec un cabinet qui a fait une étude également. Les corrections d'historique, c'est vraiment, il faut les faire quand vous savez ce qui s'est passé. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, faut vraiment corriger que les énormes pics, les trucs où vous dites, bah oui, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas le temps d'aller chercher. Ça peut être un problème de données. Ouais, ça peut être un problème de données, etc. Mais quelque chose qui sort un peu de la norme, mais pour lequel vous n'avez aucune explication, ce n'est pas forcément une super idée de le corriger. Oui. Voilà, j'avais fait, c'est marrant, confirmé, discussion la semaine dernière, confirmé par une autre étude faite par un autre cabinet, 2 fois sur 3, des corrections peuvent dégrader la prévision. Oui. Il ne faut pas surcorriger, c'est ça que j'essaye de dire. Il faut vraiment corriger les grosses anomalies ou là où vous avez de l'information, mais il ne faut pas y passer non plus un temps de fou, quoi. Vous avez mieux à faire, quoi. Ça risque de lisser la demande, lisser les effets que pourraient donner, enfin, là où les ventes réelles peuvent donner de l'information au moteur statistique de calcul. Ouais, c'est ça. En fait, on risque de retarder le moment où on va finir par comprendre qu'il se passe quelque chose. Parfait. Et je vous communiquerai un autre petit webinaire qu'on a fait sur les corrections d'historique dans Colibri. Exactement, ouais. Ok, et ben merci beaucoup. Merci Je pense que là, on a fait le tour. J'espère que
Du coup, merci à tous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, Cédric et Pauline, pour ce webinaire. Et à très vite. Et j'ai envoyé le lien si vous voulez vous inscrire pour voir des démos. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup. Et Jean-Michel, on vous recontacte. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.